Bonjour à toutes et à tous et merci d'être si nombreux à venir ce soir participer à ce webinaire concernant les varices pelviennes. Alors, je voudrais remercier Meredith Santé effectivement et Terumo de nous accompagner pour cette soirée et pour les futurs dont on parlait tout de suite là, qu'on organisera au cours de l'année euh, prochainement. Donc, on a créé Embolion avec Charles pour pouvoir proposer une prise en charge mini-invasive des pathologies fonctionnelles, de certaines pathologies fonctionnelles. Et la première d'entre elles, dont on veut parler ce soir, c'est des varices pelviennes. Ces varices pelviennes, ben, on le voit tout de suite, ça nécessite une prise en charge pluridisciplinaire. Et il n'y a pas que les radiologues qui travaillent dans leur coin. On a besoin d'être travailler tous ensemble pour gérer cette pathologie qui est polymorphe, qui est pas facile à prendre en charge et qui a besoin de toute votre expertise à tous les orateurs pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge optimale. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce soir. Puis je vais laisser la parole à Charles qui a organisé cette soirée. Bonjour à tous. Donc je pense que vous voyez la première slide du premier topo. C'est des topos qui vont s'enchaîner, qui ont effectivement des thèmes différents. Moi, je commence sur le plus facile entre guillemets, mais ça nous paraissait important de poser les bases un petit peu de ces fameuses varices pelviennes pour deux raisons. Parce que déjà, c'est une pathologie qui est encore peu connue, qui est méconnue à la fois du monde médical, à la fois du grand public, alors qu'elle concerne a priori beaucoup de patientes. Et puis même pour les gens qui la connaissent, c'est une pathologie qui est encore en cours d'organisation, je dirais. Il y a des discussions en ce moment en cours national sur cette pathologie. Je peux vous assurer que même les groupes qui connaissent très très bien cette pathologie, il y a des discussions sémantiques, il y a des discussions anatomiques, physiopathologiques. Bref, ça nous paraissait important de commencer par poser les bases assez simplement avant de rentrer dans le détail. Alors, pour poser les bases, je me suis inspiré de deux sources, de deux références. Le premier à gauche, c'est le docteur Frédéric Douane, qui est à Nantes, qui nous gratifie de petits dessins et de petites explications à chaque fois parfaitement limpides. Donc, je me suis permis de les reprendre avec sa permission, bien sûr. Et puis, la deuxième, c'est cet article de 2021 qui est paru et qui commence à faire le lien pour mieux classer les pathologies dont souffrent les patientes et faire le lien entre les symptômes et les varices, l'anatomie, la physiopathologie. On va voir que cette corrélation radioclinique, c'est vraiment la base de la prise en charge en fait de ces varices pelviennes. On remarque aussi que le terme trouble veineux pelvien arrive pour englober un petit peu toutes les sémantiques qui peuvent être dérivantes. Alors tout part bien sûr d'une dilatation de varices pelviennes, hein, les fameuses varices pelviennes, qui restent un terme peut-être impropre mais très clairement utilisé. Il y a l'étage pelvien dont on va parler, et puis il y a l'étage au-dessus, l'étage rénal, et l'étage en dessous, l'étage périnéal, puis les jambes. On va voir que tout ça est parfaitement anastomosé. En tout cas, il y a des liens forts entre ces différents niveaux. Pourquoi ces varices pelviennes se distendent? Pourquoi elles existent? Alors, il y a deux formes qu'il faut clairement séparer. La forme la plus fréquente, c'est la forme acquise avec les grossesses pour différents facteurs dont la physiopathologie est pas évidente, mais globalement des facteurs de compression pendant la grossesse, des facteurs hémodynamiques, ces veines vont être étirées, comprimées, plus importantes, des facteurs hormonaux aussi sur l'intima. Donc on va avoir affaire à des femmes qui ont souvent plusieurs enfants, qui sont généralement en âge de procréer dans les 30, 40 ans, des douleurs qui peuvent être apparues des symptômes, pardon, qui peuvent être apparus ou aggravés pendant les grossesses. Et on a une physiopathologie qui concerne donc un reflux des veines gonadiques ou iliaques internes avec des veines qui vont s'inverser et du sang qui ne va plus sortir du pelvis. Alors, je vous montre des exemples. Vous avez un petit schéma à droite qui explique, hein, donc vous avez les premières veines du pelvis, les plus grandes, c'est les veines ovariennes, c'est les premières à souffrir parce que c'est les plus grandes qui alimentent le pelvis, donc c'est là où la colonne veineuse pour remonter elle a plus de pression, c'est les premières à souffrir, et puis il y a les branches iliaques internes. Je vous ai mis deux exemples de reflux qu'on a quand on est en première étape voilà, d'embolisation. On commence donc par une phlébographie. Le petit cathéter, il est dans la veine rénale, là où naît la veine ovarienne. Je pense que vous voyez ma flèche. Et on voit clairement cette grande veine qui descend dans le pelvis, alimenter un réseau variqueux périutérin. Normalement, cette veine, elle est drainée dans l'autre sens, hein, elle est censée faire remonter le sang du pelvis. Et là, on voit qu'elle assure pas du tout son rôle. Il y a toute une colonne de sang qui descend dans le pelvis à contre-courant.
À droite, ici, je vous ai mis un autre exemple. On est donc là maintenant le cathéter dans une branche iliaque interne, dans une branche obturatrice, et on voit cette veine aussi dilatée à contre-courant, dont les valvules ne sont plus compétentes et qui irrigue, qui fuit, ce qu'on appelle un point de fuite, vers le membre inférieur. Donc ça, cette forme de reflux acquise par les grossesses, c'est clairement la principale. La deuxième, il faudra bien distinguer la présentation clinique et anatomique, c'est sur obstacle au retour veineux. Un obstacle soit congénital, soit acquis, soit les deux. Alors, il y a ces fameuses compressions veineuses dont on parle beaucoup, qui sont au final assez rares, comme le syndrome de Nutcracker, la compression de la veine rénale sous l'artère mésentérique supérieure, le syndrome de Coquette, la compression de la veine iliaque gauche par l'artère iliaque droite. Ça peut être des compressions par des tumeurs, ça peut être des thromboses, des veines qui sont occluses suite à des thromboses, ça peut être des variantes anatomiques. On va dépister une présentation clinique qui est clairement différente avec des femmes qui sont bien plus jeunes, qui n'ont pas forcément d'enfants du tout, des antécédents qu'il faudra rechercher, et il faudra aussi rechercher des symptômes d'obstruction qui sont en dehors du pelvis, sur les jambes, sur le dos, des douleurs lombaires, des choses comme ça. Je vous ai mis encore un autre petit exemple. Ici, une patiente qui avait des antécédents de thrombose iliaque gauche, possiblement sur une obstruction à la base, sur une compression, sur un syndrome de Coquette. Et on voit bien que les varices qui se sont créées, ce sont des varices qui vont dévier le sang de la jambe gauche. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est la jambe gauche qui traverse le bassin sur la droite pour ensuite remonter via la jambe droite, c'est-à-dire la veine iliaque droite, qui elle est compétente. Les veines sont ici des réseaux de dérivation. Ça vient pour supplémenter un manque sur la jambe gauche. Et à l'extrême, on peut voir des cas comme ça, avec des antécédents de thrombose ou d'atrésie cave, et un système veineux qui fait ce qu'il peut pour essayer de remonter, et qui crée des varices et des pathologies sous-jacentes. Alors, vous doutez bien que la frontière entre les deux, elle n'est pas si parfaite des fois. Les critères cliniques vont être majeurs, parce que les critères anatomiques vont souvent être pris à défaut. Je ne rentre pas dans les détails, ce sera évoqué tout à l'heure. Je vous invite à regarder cet article en bas. On a eu vendredi au SFICV une très jolie présentation du docteur Canadi. Donc, je vous invite vraiment à regarder cet article qui simplifie énormément le point de vue sur les compressions veineuses. Une fois que les varices sont apparues, il y a 3 modes d'expression des varices dans le pelvis. La première, fort heureusement, asymptomatique. Le sang arrive à trouver, il descend certes dans le pelvis, mais il arrive à trouver une sortie. La pression n'est pas bien importante. Les patientes n'ont pas de symptômes. Les patientes asymptomatiques, c'est ce qui concourt pour beaucoup au fait qu'au final, cette pathologie est méconnue parce que ces varices sont vues par les médecins généralistes, les gynécologues, les médecins vasculaires, les radiologues depuis très longtemps. Et la plupart du temps, les femmes se portent parfaitement bien. Donc, de faire le lien entre une douleur et ces varices, au final, c'est pas si évident. Il va falloir, on en parlera après, il va falloir se poser quelques questions. Le deuxième mode d'expression, si jamais la sortie, il y a de la pression dans le pelvis, et le sang va essayer de trouver une porte de sortie, mais vers le bas. Vers ces fameuses, je vais vous montrer la slide d'après, ces fameuses varices périnéales, qui sont assez pathognomoniques d'une hyperpression pelvienne, qui vont descendre sur la face postérieure, sur la vulve, sur la racine interne des cuisses, sur le point inguinal, qui peuvent rejoindre la continence saphène et alimenter des varices des membres inférieurs. Donc, les médecins angiologues sont plutôt bien au courant de ça, et ils tiquent assez vite, généralement, quand ils voient des varices remonter très haut sur le périnée. Ils suspectent qu'il y a une alimentation pelvienne. Anatomiquement, c'est connu depuis longtemps que tout ça est très intriqué, qu'il y a vraiment une continuité entre le système veineux pelvien et le système veineux des membres inférieurs. Il est estimé à peu près que 16%, ça me paraît beaucoup, mais c'est le chiffre en tout cas de cette étude, des récidives des varices des membres inférieurs sont liées à ce réservoir veineux pelvien qui n'est pas traité auparavant. Les points de fuite, ça va être la communication entre le pelvis et les jambes. Perrine vous en parlera beaucoup plus que moi après, mais ça va être pour nous, radiologue interventionnelle, des points très importants à traiter si on veut couper le lien et pouvoir traiter les varices des membres inférieurs tranquillement. Et la troisième présentation clinique, c'est l'absence de sortie significative. Les patientes ont une colonne, une pression de sang veineuse dans le pelvis constante, qui vont leur occasionner des douleurs.
Euh, donc, ce syndrome de congestion pelvienne, c'est l'expression pelvienne de l'insuffisance veineuse pelvienne. C'est une douleur chronique qui est sourde, qui a une pesanteur plus ou moins prédominant à gauche. Ça peut avoir des formes assez atypiques, ça peut avoir des formes assez aiguës. Il y a une certaine variabilité de cette douleur. Ce qui va nous faire évoquer, mais qui n'est pas parfait non plus, hein, mais qui va être très évocateur, c'est ce qu'on appelle l'horaire veineux. C'est aggravé en fin de journée. C'est souvent des patients qui travaillent debout qui disent qu'en fin de journée, c'est la catastrophe. Ça va être soulagé quand elles s'allongent. C'est aggravé juste avant les règles. C'est très souvent associé à des douleurs pendant les rapports et plus particulièrement après les rapports. Voilà, donc cet horaire veineux, il va falloir y penser quand on est devant des douleurs pelviennes chroniques, chez une femme qui a eu 2, 3 enfants, qu'on n'a pas trouvé d'étiologie particulière. Si en plus on a vu des varices pelviennes, même si elles sont fréquentes, ces petites questions peuvent orienter sur un certain nombre de congestion pelvienne. Et enfin, dans la symptomatologie, c'est vraiment pas à négliger, mais il y a un fort retentissement psychologique comme toute douleur chronique, hein. Au bout d'un moment, c'est des patients qui sont fatigués, qui ont des problèmes d'hypersensibilité périnéale, qui ont des problèmes sexuels, qui ont des problèmes au travail, qui peuvent aller même vers des problèmes de dépression réelle. Souvent, il y a un délai assez important entre les douleurs et le diagnostic et la prise en charge. Donc tout ça, ça va être aussi le travail d'un réseau et d'un groupe pour pouvoir répondre à la demande des patientes et à leurs différentes problématiques. Donc le corollaire un petit peu, le corollaire donc dans ces syndromes de congestion pelvienne, c'est qu'il faut aussi rechercher des signes extra-gynécologiques, hein, ces fameuses varices périnéales, voire les varices des membres inférieurs, les douleurs, les lourdeurs des membres inférieurs associées, qui sont très caractéristiques. Si c'est pas présent, c'est pas forcément, ça n'exclut pas forcément ce syndrome de congestion pelvienne. Alors, il y a pas mal de travaux en cours là, nationalement en France sur cette pathologie, hein, il y a vraiment du travail, dont un score qui va sortir, je vous le mets là juste là en exemple, mais pour essayer d'orienter la probabilité d'une douleur pelvienne chronique sur un certain nombre de congestion pelvienne. Ce score qui nous aidera, qui est aussi à l'initiative du docteur Douane, qui nous aidera probablement dans l'avenir. Voilà, donc pour terminer, juste encore quelques slides. Vous avez compris que notre travail, ça va être de la corrélation radioclinique, hein, par l'interrogatoire précis, puis ensuite avec une imagerie anatomique qui sera adaptée. Le but du traitement, le docteur Bravetti vous le dira mieux que moi. Je vous termine juste sur cet article, donc, qui est quand même un changement un petit peu dans cette pathologie, parce qu'on mélange au final des patientes qui ont des physiopathologies différentes, des anatomies différentes, des syndromes différents. Donc forcément, l'évaluation des traitements avec est assez difficile et hétérogène, et la littérature est assez pauvre. Donc le premier travail, ça consistait de classer correctement ces pathologies et ces patientes. C'est le cas maintenant. Alors c'est assez imbitable quand on regarde ça. Il y a même une application pour nous aider à bien classer les patientes, mais globalement, on va sur la même patiente avoir des points de symptômes, de varices, et ensuite d'anatomie de physiopathologie, qui vont donner un score à la fin, qui correspond très exactement à la situation clinique de la patiente. Un seul exemple, et j'en resterai là. Cette patiente, par exemple, qui présente des douleurs pelviennes uniquement, pas de douleurs lombaires. Quand on voit la phlébographie, elle a clairement des varices périrénales, une obstruction rénale, un reflux dans la veine gonadique et des varices périutérines. Ben, cette patiente, avec la classification en question, elle va être classée S2, V1, 2, P, je vous passe les détails de tout ce qui est à la suite, mais globalement, on sait exactement comment classer cette patiente et donc on pourra comparer les traitements chez elle et pas les confondre avec une autre physiopathologie. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette introduction. Je passe du côté questions-réponses et je laisse la main au docteur Buisson qui va vous parler de l'imagerie, notamment de l'IRM, pour ces patientes. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Guillaume Buisson. Du coup, je suis radiologue spécialisé en imagerie de la femme au sein du groupe INVOC et je vais vous parler de l'apport de l'IRM dans ce diagnostic des varices pelviennes. Alors, j'ai choisi de débuter cette présentation par ce slide de l'association du syndrome de congestion pelvienne. J'ai mal au ventre et si cela n'était pas de l'endométriose. En effet, on a eu trop souvent tendance à faire des bilans d'IRM pour douleurs pelviennes, à rechercher de l'endométriose et malheureusement, quand il n'y avait pas de signe évocateur, à banaliser certains symptômes. Donc, il y a des pièges à éviter. Il ne faut pas traiter des images, comme disait Charles Mastier.
Il y a un tiers des femmes multipares qui ont des varices pelviennes et seulement 30% d'entre elles ont un véritable syndrome de congestion pelvienne. Tout n'est pas de l'endométriose, seulement 30% des causes des douleurs pelviennes et surtout pas banaliser certains symptômes. En IRM, on va avoir 3 types de patientes, celles qui sont adressées par les angiologues pour des varices de la paroi pelvienne, des organes génitaux et des membres inférieurs, qui sont secondaires au point de fuite. Celles qui sont adressées par nos confrères radiologues, qui lors d'un bilan, notamment de scanner, ont l'impression de voir des varices pelviennes et qui nous adressent pour bilan. Et les patientes qui sont adressées pour des douleurs pelviennes, et c'est là que notre interrogatoire va avoir un rôle important déjà pour nous orienter sur des douleurs qui seraient plus en faveur d'endométriose ou d'un syndrome de congestion pelvienne. On a plusieurs techniques d'imagerie sur lesquelles je passerai assez rapidement. On a l'échographie pelvienne. Elle est rapide, disponible, non irradiante, mais elle est très opérateur dépendant. On peut voir un réseau variqueux ici. Le scanner, lui, va être irradiant. Il a tendance à sous-estimer certaines lésions. Et enfin, on a l'IRM qui a plusieurs avantages. Il est moins opérateur dépendant, non irradiant, non invasif. Il a une haute sensibilité quand il est couplé à un bon interrogatoire clinique. Il a certaines limites. Notamment, il est réalisé en position couchée, sans manœuvre de Valsalva, avec un risque de sous-estimation. Donc, quels sont les enjeux de l'IRM dans le bilan initial? La première chose, ça va être d'exclure une autre cause de douleur pelvienne. Dans un deuxième temps, de faire le diagnostic positif du syndrome de congestion des varices. Et dans un troisième temps, il a un impact direct sur la technique thérapeutique qui va être choisie. Alors, quelles sont les causes, comme j'ai dit précédemment? Dans un premier temps, on va chercher à exclure une endométriose. Ça concerne approximativement 10% des femmes en âge de procréer. Je vous ai mis un exemple ici d'IRM avec un volumineux endométriome. On voit cette image en hypersignal T1 et là un hyposignal T2. Donc ça, c'est l'image typique. L'autre diagnostic à évoquer, c'est l'adénomiose. C'est des patients qui peuvent avoir des douleurs pelviennes, des ménorrhagies. On va avoir des petits cryptes comme ça sous l'endomètre qui sont dus à une infiltration de l'endomètre au sein du myomètre interne. Et enfin, on a les pathologies ostéo-articulaires. L'IRM, il va avoir un rôle important dans le bilan initial aussi pour le diagnostic positif. Les varices, elles apparaissent sous la forme de veines trop nombreuses, serpigineuses, en hypersignal T2 FATSAT et T1 FATSAT gadolinium, essentiellement dans les régions paramétriales, paravaginales, périnéales, ou au niveau de la racine des cuisses. Les varicoses pelviennes, elles sont plus visibles du côté gauche, tout simplement en raison de l'insertion anatomique de la veine ovarienne gauche direct dans la veine rénale gauche, en contradiction avec la veine ovarienne droite, qui se jette directement dans la veine cave inférieure. Il y a aussi une impression subjective du radiologue. Il y a quelques critères qui ont également été décrits dans la littérature, mais qui apparaissent finalement peu spécifiques et sensibles. C'est une dilatation de la veine gonadique gauche supérieure à 8 mm, à environ 10 mm de sa terminaison. Et c'est des varices périutérines et ovariennes supérieures à 5-8 mm. Donc ici, c'était pour vous montrer quelques images de deux patientes différentes qui avaient un syndrome de congestion pelvienne avec une importante varicose pelvienne. On voit bien l'important réseau veineux avec des veines serpigineuses dilatées qui apparaissent en hypersignalité. Les images aussi, elles vont influencer sur le type de traitement. On va chercher des variantes anatomiques qui vont aussi pouvoir guider également la technique, des veines ovariques multiples, une confluence iliocave haute et une double veine cave inférieure. Ça, c'est une patiente qu'on avait vue avec Charles Mastier, où il y avait justement cet aspect de double veine cave inférieure qu'on voit ici en IRM et ici en scanner. L'enjeu de l'IRM, bien sûr, c'est de définir le type, l'étiologie de ces varices, donc le mécanisme par reflux au niveau des veines ovariennes, veine iliaque interne, mais ça va surtout être d'éliminer d'autres causes comme la compression extrinsèque avec le syndrome de Nutcracker, le syndrome de Coquette, les tumeurs pelviennes ou une occlusion, notamment une thrombose chronique de la veine cave inférieure. Je reviendrai rapidement sur ces mécanismes de compression. Avec le Nutcracker, il y en a deux formes, antérieure et postérieure. Antérieure, c'est une compression de la veine rénale gauche au sein de la pince aortomésentérique. Il y a des critères qui ont été définis, mais également ils sont sans haute valeur prédictive positive. C'est une sténose supérieure à 70% et un espace interaortomésentérique inférieur à 6 mm avec disparition de la graisse périvéneuse. Et enfin, on a le syndrome de Nutcracker postérieur qui correspond à un passage de la veine rénale gauche en arrière de l'aorte. Ici, on peut voir une image entre l'aorte et l'artère mésentérique avec la veine rénale qui vient être coincée entre les deux au niveau de la pince. Et ici, à l'inverse, une veine rénale gauche qui passe en arrière de l'aorte. L'autre syndrome dont Charles parlait également, c'est le syndrome de Coquette avec une compression de la veine iliaque gauche par l'artère iliaque primitive droite contre les vertèbres lombaires. Donc,
Quel protocole on va avoir tendance à faire dans notre centre? Il y a les séquences minimales, c'est le coronal T2 STIR qui va permettre de balayer la région abdominopelvienne, notamment de bien voir le réseau variqueux. Il y a l'axial T100 et avec FATSAT, que moi j'ai tendance à rajouter, qui nous permet quand même de bien visualiser, d'être sensible pour la détection de l'endométriose, et les séquences sagittales T2. Après, il y a des séquences optionnelles. En l'absence d'injection, on peut rajouter une séquence axiale T2 sur la pince aorto-mésentérique, justement pour éliminer des syndromes comme le syndrome de Nutcracker. Après, des séquences injectées, alors ça, elles sont discutées, elles sont pas indispensables. On voit des coronal tricks comme celle-ci qui sont assez jolies, notamment pour les patientes, et qui peuvent être un peu plus imagé et un peu plus compréhensible peut-être. Et l'axial T1 FATSAT GADO qui permet également de voir le réseau de varices et éventuellement syndrome de la pince orthomésentérique. Les choses importantes pour terminer à faire apparaître sur votre compte rendu d'IRM, bien sûr le diagnostic positif, donc toute l'importance de l'interrogatoire couplé au signe IRM, le diagnostic étiologique, donc bien dire et éliminer notamment les phénomènes de compression, comme j'ai dit précédemment, informer le radiologue interventionnel sur d'éventuelles variantes anatomiques et sur d'éventuels points de fuite, et surtout éliminer les diagnostics différentiels et notamment l'endométriose. Je vous remercie. Alors du coup, de mon côté, le principe, c'était de vous parler de ce que vous devez savoir sur les varices pelviennes, mais d'un point de vue d'un médecin vasculaire. Alors, le médecin vasculaire face aux varices, quoi couper? Eh bien non, pas quoi couper. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à dire, et on n'a pas à interrompre la conversation rapidement. Alors, ça ne marche pas. Si, c'est bon, comment tu fais? T'appuies là. Ah d'accord, tout simplement. Alors, donc les varices des membres inférieurs, on ne va pas forcément revenir dessus. 9 femmes pour un homme. 10% des varices des membres inférieurs sont d'origine pelvienne. 17% des patients qui représentent des récidives, ce sont des choses que tu avais déjà dites, Guillaume, tout à l'heure. Les varices non saphéniennes, c'est quand même la plupart du temps, donc 34%. Des varices qui sont associées au syndrome de congestion pelvienne et il y a parfois des varices primaires classiques des grandes veines saphènes. L'introduction était d'essayer de vous donner une espèce de marche à suivre en tant que médecin vasculaire lorsque vous avez des varices atypiques et qu'est-ce qu'il faut faire et quelles décisions fallait-il prendre. Donc, je refaisais un petit point sur ces fameuses varices atypiques. Donc, que là, je vous indique sur des varices périnéales qui sont liées à une insuffisance et à un reflux via le point P, le fameux point pudendal, qui est la partie un peu visible, on va dire, d'une incontinence veineuse du territoire plutôt pudendal. Ensuite, là, vous allez avoir des varices atypiques, mais qui sont assez typiques, d'une insuffisance via une incontinence du territoire du ligament rond de l'utérus et qui vont donner ces varices face antérieure de cuisse et qui vont être liées à un reflux du point I, point inguinal. Là, vous allez avoir des varices postérieures, plutôt fessières, qui sont liées à une incontinence et un reflux du point GS lié à tout le territoire glutéal supérieur et qui donnera ces varices postérieures de cuisse et de fesses. Ensuite, vous allez avoir ces varices postérieures, mais de jambes, liées à un reflux via le point GU, le glutéal inférieur, qui sont des varices qui cheminent le long du nerf sciatique et qui auront plutôt une extériorisation postérieure du creux poplité avec des varices face postérieure de jambes et qui seront liées à une insuffisance veineuse pelvienne. Le point O, qui est un point de fuite décrit par Franceschi, mais qui ne donnera, lui, malheureusement, pas de varices typiques, qui seront plus des reflux qui vont se drainer directement dans la jonction saphéno-fémorale.
Et enfin, le point C, décrit toujours par Franceschi, qui va être plus lié à des varices sur la partie dorsale du clitoris, mais qui, à mon avis, sont moins intéressantes, car la plupart du temps sont la partie visible d'un processus de reflux de tout le territoire pudendal médian ou interne, et qui seront déjà, à mon avis, visibles via le reflux d'un point P ou les varices au niveau vulvaire et des grandes lèvres. Donc, je vous ai remis ce petit schéma en espérant que maintenant, et grâce aux petites slides précédentes, vous aurez les esprits plus clairs, dans le sens où les points les plus importants et les plus évidents pour nous, médecins vasculaires, seront les fuites au niveau du point I, qui seront donc ces varices de face antérieure interne de cuisse, qui seront le point P, le plus fréquent, qui donne ces varices périnéales face interne de cuisse, qui ensuite peuvent alimenter ou pas les troncs saphéniens, les grandes veines saphènes en particulier, et puis ensuite ces varices GS et GI qui seront des varices plutôt postérieures. Donc, en tant que médecin et angiologue, lorsqu'on a une patiente qui présente ce genre de pathologie et de varices, qu'est-ce qu'on fait et où est-ce qu'on va? Alors, comme vous l'avez bien compris, comme mes collègues l'ont déjà décrit tout à l'heure, tout cela est en fait la partie visible au niveau du plancher pelvien de quelque chose qui est beaucoup plus important au niveau de l'étage pelvien, voire de l'étage rénal. Pareil, sur cette slide, déjà vue, on se rend bien compte que la partie visible de l'iceberg, qui sont les varices des membres inférieurs, ne sont que la partie d'une incontinence veineuse pelvienne qui est ancienne. C'est-à-dire que le fait que des varices des membres inférieurs apparaissent, cela signe l'ancienneté d'une pathologie veineuse qui est là depuis longtemps et qui doucement a coulé le long du pelvis et a fini par arriver au plancher et donner ces varices des membres inférieurs. Donc nous, en tant que médecin vasculaire, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va face à des varices, comme on vient de le voir, on va commencer par poser plein de questions, tout comme l'ont dit mes collègues tout à l'heure. Et donc, on va demander à notre patiente si, effectivement, c'est associé à des douleurs pelviennes chroniques depuis plus de 6 mois. Est-ce que c'est associé à des douleurs de pelviennes et en particulier prémenstruelles? Est-ce que ce sont des patientes qui ont des dyspareunies? Et là, pour le coup, on va plus insister sur les douleurs post-coïtales. Est-ce que l'interrogatoire, on a des pesanteurs pelviennes associées? Est-ce qu'on a des gonflements abdominaux? Est-ce qu'on a un côlon irritable? Est-ce que ce sont des patientes qui vont présenter des hémorroïdes? Est-ce que ces patientes-là vont avoir des douleurs des membres inférieurs? Et en particulier, est-ce que c'est augmenté lors des menstruations? Tout cela va nous amener à la conclusion que ces varices atypiques sont effectivement typique d'une pathologie veineuse pelvienne et qu'elle est symptomatique puisqu'il y a des douleurs. Alors, on va leur proposer dans ces cas-là, nous, d'aller chercher une cause, une étiologie, d'aller donner le plus d'informations possible à notre radiologue interventionnel de façon à ce que si une décision thérapeutique est prise, il puisse avoir le plus d'informations possible à propos de cette patiente-là et de sa maladie veineuse. Donc, on va reconvoquer cette patiente-là et on va la faire venir à jeun, étant donné que l'intérêt va être d'aller regarder tout ce que l'on peut avoir comme accès au niveau abdominal et en particulier aller regarder la veine rénale gauche. La veine rénale gauche, comme on vous l'a expliqué, peut être le site d'une compression et donc on va avoir, nous, des arguments écho-doppler, hémodynamie pour donner un diagnostic de compression ou comme je vais vous l'expliquer un petit peu plus loin, plutôt un vol vasculaire effet Venturi. Donc, ces varices, ces veines rénales peuvent être postérieures ou antérieures. Le plus classique, c'est le syndrome de casse-noisette, qui est une compression antérieure de la veine rénale entre l'artère mésentérique supérieure et l'aorte. Comment on se positionne? On va mettre notre sonde vraiment très haut, sous le sternum, et on va aller récupérer cette veine rénale. Là, comment je fais le petit film? Super. Donc là, je vous ai mis une veine rénale entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure qui est normale. On va le revoir pour bien l'avoir dans l'œil. OK. Et ensuite, hop, mince, je ne vais pas revenir en arrière. Pas peu du tout. Hop. Voilà, je vous ai remis les critères hémodynamiques écho-doppler. Donc, vous allez mettre votre Doppler sur la veine rénale dans la pince et vous allez avoir
vitesse systolique maximale qui va être supérieure à 100 cm/s et un rapport entre la vitesse au niveau de la pince et en amont qui va être à peu près de 5. Vous pouvez également avoir un rapport de calibre, de diamètre entre la partie pincée et le calibre de la veine rénale en amont, qui va être également à 5. Donc là, je vous ai mis une slide avec une veine intrapince à 2 mm et une veine en amont à 12 mm. Et nous avons donc un rapport supérieur à 5. Ensuite, au niveau des vitesses, vous allez avoir également des vitesses en intrapince qui vont être franchement augmentées, voire artériolisées, et des vitesses en amont qui vont être vraiment basses, et le rapport de 5 est là, clairement, bien au-delà. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber avant de poser un diagnostic de Nutcracker syndrome antérieur, c'est en fait le vol de votre veine rénale gauche par la veine ovarienne gauche qui est tellement dilatée, il va y avoir un effet siphon, il va y avoir vraiment quelque chose qui va siphonner cette veine-là. Et là, on se rend bien compte que notre veine a tendance à faire un effet comme ça, up and down, lors de la fluctuation respiratoire, puisqu'il y a un vol total du flux à l'intérieur. Et on pourra, sur un scanner, poser un diagnostic de compression qui n'est pas le cas, puisqu'en fait, on voit bien qu'on a un bel espace, mais une veine qui est siphonnée de façon permanente par la veine ovarienne. J'ai remis quelques petites... Oh, vas-y Marie, moi. Voilà, je vous ai remis des petites vidéos. Donc là, on s'aperçoit bien que les veines rénales sont complètement aplaties. Il y a un vrai vol par des veines ovariennes qui sont extrêmement dilatées. Voilà, une en couleur et l'autre où on voit bien également cette espèce d'effet de claquement qui est clairement lié à un vol du flux. La deuxième des choses à faire lorsque vous avez une suspicion de Nutcracker antérieur, c'est d'aller rechercher une veine rénale postérieure, parce qu'effectivement, elle peut tout à fait bien gérer le flux veineux et être tout à fait fluctuante et assurer le drainage veineux du rein gauche sans avoir à avoir une quelconque intervention à faire au niveau de la veine rénale. Qui est antérieure et qui possiblement peut avoir peu de flux ou être aplati. Si on a une belle veine rénale gauche postérieure, tout va bien. Dans un deuxième temps, il va falloir, nous, aller chercher notre veine ovarienne, la mesurer et voir un petit peu le sens de son flux pour d'abord trouver une cause de reflux primaire ou secondaire à un Nutcracker. Quelques slides pour vous montrer comment se positionner pour aller chercher votre veine ovarienne gauche qui est posée sur le muscle psoas gauche et la veine ovarienne droite, idem, de l'autre côté. Là, une petite boucle pour vous montrer un reflux continu sur une veine ovarienne gauche qui est posée sur le muscle grand psoas et qui reflue de façon permanente au niveau abdominal. On fait également un examen au niveau des axes ilio-caves et on va aller rechercher une thrombose ou une compression de la veine iliaque primitive gauche. Idem, petite image pour vous donner les localisations où se positionner pour aller rechercher cette veine iliaque primitive gauche. Ensuite, première vidéo où on a clairement une artère iliaque primitive droite qui comprime complètement la veine iliaque primitive gauche contre le corps vertébral avec en dessous une veine iliaque primitive gauche qui est normale, donc on voit bien la différence, et à côté, une fluctuation de la veine externe, iliaque externe gauche qui est clairement modifiée, aplatie, avec à contrario, à droite, une fluctuance normale. On va également rechercher dans ces cas-là, pour vraiment motiver le diagnostic de syndrome de May-Turner, un reflux de l'iliaque homolatéral. C'est simple, si vous empêchez le flux dans l'iliaque primitive gauche, il va y avoir un reflux dans l'hypogastrique le plus souvent. Et donc, on va avoir
à droite une veine iliaque interne qui se draine dans le bon sens, et on va avoir clairement un reflux à gauche de façon permanente. Voilà. Les quelques critères que l'on peut retrouver dans la littérature, c'est un rapport de diamètre supérieur à 50% et un ratio de vitesse max supérieur à 2,5, qui sont les deux seuls critères, voilà, hémodynamique et du calibre pour pouvoir argumenter dans le syndrome de May-Turner. On peut également ensuite aller rechercher donc ces fameux critères indirects que je vous ai montrés tout à l'heure, qui seront la baisse de fluctuation au niveau iliaque externe ou fémoral commune à gauche, et ou le flux hypogastrique qui va être dans le sens inverse du sens physiologique. Voilà, quelques slides dans ce sens-là. Et au niveau des veines fémorales, entre la veine fémorale droite et la gauche. En conclusion, en tant que médecin vasculaire, il va falloir poser les bonnes questions lorsqu'on va voir des varices des membres inférieurs qui sont atypiques. Sont-elles d'origine pelvienne, c'est-à-dire sont-elles associées à un syndrome de congestion pelvien avec vraiment une douleur pelvienne? Ensuite, reconvoquer notre patiente, aller rechercher au niveau abdominopelvien les critères, ou au moins une cause, une étiologie à ces varices pelviennes. Dans un deuxième temps, je vais proposer un Doppler endovaginal pour vraiment aller un petit peu plus loin dans le diagnostic et dans les critères que l'on va pouvoir poser. Mais là, je ne l'ai pas développé aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un peu particulier. Et déjà, en tant que médecin vasculaire, si vous faites un bon examen des membres inférieurs et abdominopelviens, il y a pas mal à faire et pas mal d'arguments et de renseignements à donner à nos collègues de radiologie interventionnelle. On peut également ensuite, comme le décrivait mon collègue précédemment, envoyer notre patient à nos collègues radiologues pour une phlébo-IRM et ensuite l'adresser à un radiologue interventionnel de façon à ce qu'un traitement puisse lui être proposé. Voilà. Alors, on va enchaîner tout de suite. Donc, merci Charles de nous avoir invités pour discuter. Et moi, je vais vous présenter en tant que radiologue interventionnel l'embolisation, comment je fais et pas de là. Donc, juste pour vous rappeler, encore une fois, on va le faire à chaque topo, mais une définition du syndrome de congestion pelvienne, c'est aussi que c'est l'ensemble des douleurs liées à la mise en tension des parois veineuses pelviennes et aux processus inflammatoires qui lui sont associés. À la fois, les veines vont se dilater et ça va créer des douleurs, et puis en même temps, le sang va stagner puisqu'il ne sera pas bien drainé, il va y avoir une espèce de sludge et ça peut faire des thromboses veineuses superficielles qui vont être douloureuses en tant que telles. C'est donc une pathologie qui est veineuse à expression gynécologique. C'est pour ça que ça a mis tant de temps à ce qu'on prête attention à cette pathologie. Les angiologues voyaient les varices, mais ne posaient pas les questions sur les douleurs pelviennes. Et puis les gynécos voyaient des varices chez beaucoup de patientes qui n'avaient pas mal. Donc, se disait que s'il y avait des douleurs, ça ne pouvait pas être lié aux varices. Le diagnostic, il est vraiment clinique. On ne traite que les varices pelviennes qui provoquent des symptômes. Et pour le savoir, c'est avec l'interrogatoire et l'horaire veineux dont parlait Charles. Et ça va être aidé par l'échodoppler abdominopelvien et par l'IRM pelvienne. Ce qu'on va traiter, c'est quoi? C'est à la fois le reflux quand il y en a un, donc le reflux de la veine ovarienne gauche, et les varices. Si on ne traite que le reflux, les varices vont rester et vont évoluer pour leur propre compte et faire mal. Si on ne traite que les varices, il va y avoir une récidive puisqu'on n'aura pas coupé le robinet qui permet d'arrêter le reflux. Donc, avant de vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait une embolisation pelvienne, il faut avoir en tête, avant de se lancer dans ces traitements, que le syndrome de congestion pelvienne, c'est une pathologie complexe qui est largement sous-estimée, avec plein de tableaux cliniques différents. Les différents interlocuteurs avant vous l'ont montré. Ça peut être des varices des membres inférieurs, ça peut être des varices vulvaires, ça peut être des douleurs pelviennes chroniques, ça peut être tout ce qui est pudendalgie. Des différentes atteintes peuvent aboutir aux mêmes symptômes. On peut avoir les mêmes symptômes qu'on ait un nutcracker avec un reflux de la veine ovarienne gauche, ou bien un May-Turner, ou bien des varices avec un reflux simple. Il y a une méfiance des correspondants vis-à-vis de cette pathologie, puisqu'elle est encore peu connue. Une méfiance des patientes qui ont erré souvent pendant longtemps avec des diagnostics d'endométriose, mais sans trop de lésions, des douleurs depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément écouté ou entendu. Et puis des réseaux experts qui sont rares, sans standardisation des pratiques.
Le risque d'échec du traitement par embolisation, c'est si on traite insuffisamment ou incomplètement. Donc, il faut bien avoir compris les dynamiques veineuses avant, et c'est pour ça qu'avoir la chance d'avoir Perrine pour l'écodoppler ou des choses comme ça nous aide beaucoup. Il ne faut pas emboliser des vaisseaux fonctionnels, on n'embolise que des veines qui reflouent ou des varices. Et puis, si on n'a pas la bonne indication, et si on opère une patiente qui a des varices pelviennes et qui avait mal à cause d'autre chose, on l'a opérée pour rien. C'est une intervention qui est fonctionnelle, donc le but, c'est de ne pas nuire, surtout quand on opère des femmes qui sont jeunes mamans ou qui sont nullipares, et puis tout échec décrédibilise complètement les correspondants et augmente l'errance médicale des patientes qui auraient dû être opérées. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge le syndrome de congestion pelvienne? Il n'y a pas de chirurgie des varices pelviennes chez la femme. On ne peut pas ouvrir le ventre et enlever les varices comme ça ne marche pas. Il n'y a pas de traitement médicamenteux pour faire fondre les varices. Donc, le traitement qui a été validé, c'est le traitement endovasculaire par embolisation des veines refluentes et des varices. Toutes les varices doivent être embolisées par effet siphon et avec du matériel d'embolisation, plutôt un agent liquide, mais chaque équipe a ses spécificités. Donc, il y a vraiment la façon de traiter est validée. Il y a eu cette étude avec des guidelines qui ont été émises en 2019 qui dit vraiment que le traitement, c'est l'insuffisance veineuse et du reflux et des veines et qu'il faut traiter. Et puis, maintenant, il commence à y avoir quand même pas mal d'articles sur le sujet. Donc, en pratique, comment est-ce qu'on fait? On fait d'abord une phlébographie, ça veut dire une cartographie précise des veines en mettant un petit tuyau dans la veine fémorale et puis on va aller cathétériser les différentes veines et en injectant un produit de contraste, on va voir les varices, on va voir comment ça reflue, comment ça circule et dans le même temps, comme on est en place et qu'on a mis notre produit de contraste qui nous permet de voir où on est, on va mettre la colle. Donc, c'est le plus souvent couplé au traitement endovasculaire par embolisation. Ça se passe dans un bloc opératoire de radiologie interventionnelle et souvent, il y a besoin de faire plusieurs interventions parce qu'on ne peut pas non plus cathétériser l'ensemble des varices en une fois ni les boucher. Il faut un opérateur entraîné. Dans les anciens articles, on disait que la phlébographie, c'était le gold standard, que c'était mieux que l'écodoppler et mieux que l'IRM. C'est faux puisque tant qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne peut pas le trouver. Quand on fait une artériographie, on injecte dans une artère et on va voir la suite du flux. Donc, on va voir le réseau en distalité. Les veines, le flux va aller vers le cœur. Donc, tant qu'on n'est pas allé jusqu'au fond du fond des varices et qu'on a passé toutes les valvules, on peut louper des gros paquets variqueux. Et donc, se lancer dans une phlébographie sans avoir fait l'IRM et l'écodoppler, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, oui, il y aura un exemple juste après que je pensais avoir mis là. Bon. Le jour de la procédure, ça se passe la plupart du temps en ambulatoire avec un bilan préopératoire standard. L'anesthésiste aura été vu, la patiente aura une voie veineuse, il faut vider la vessie parce que sinon en radio on va avoir une tache noire et ça va nous gêner parce que c'est dans la zone. Pas d'antibioprophylaxie et voilà. On passe par voie fémorale ou brachiale selon les zones qu'on a à traiter, selon les territoires cibles et selon les radiologues, chacun a ses petites habitudes. Donc, on potionne en règle générale la veine fémorale, on met notre petit tuyau et là, on injecte. Donc là, c'est un vaisseau normal qui circule bien. Ensuite, on va aller de l'autre côté pour être sûr qu'il n'y ait pas ce fameux May-Turner syndrome, c'est-à-dire une sténose de la veine iliaque primitive gauche qui est comprimée entre les vertèbres et l'artère. Et à ce moment-là, il va y avoir des voies de dérivation. Et là, il y a un calibre qui est plutôt régulier et pas de voie de dérivation, pas de départementale, alors que là, il y en a un. Donc là, on peut suspecter un syndrome compressif. Ensuite, on va aller dans la veine rénale gauche et injecter. Et là, on va voir que quand on injecte notre produit de contraste, il va être drainé par la veine rénale, mais il n'y a rien qui passe quasiment dans l'espace aorto-mésentérique et que le sang du rein, il va tomber dans la veine ovarienne gauche où il va être drainé par là, avec une veine ovarienne gauche qui est très dilatée. Et ça, c'est ce qu'on appelle un vol ovarien. La veine ovarienne gauche fait siphon aspiratif et vole le sang veineux rénal gauche qui va donc être drainé par le pelvis et provoquer les varices. Si on bouge cette voie-là de veine qui ne circule pas dans le bon sens, le flux va pouvoir retourner dans la veine rénale comme il faut et on traitera la patiente. Là, c'est une image plutôt de nutcracker où il y a plein d'autres collatérales et il n'y a pas ce vol. Ça, c'est 99% des cas. Donc ensuite, on va un peu plus loin dans la veine ovarienne gauche et on injecte notre produit de contraste. Et là, on va opacifier les varices. Et
faire pousser la patiente. Souvent, la patiente est réveillée encore à cette étape-là qui n'est pas du tout douloureuse. Et on va opacifier tout un réseau de varices du plancher, des varices vulvaires et puis des points de fuite hauts et probablement P aussi, bilatéraux. On va voir aussi sur cette image s'il n'y a pas des drainages par voie hypogastrique, parce qu'on veut que notre colle n'aille que là, et on ne veut pas qu'elle aille par voie hypogastrique, qu'elle soit drainée, qu'elle se retrouve dans les poumons. Donc, c'est sur cette imagerie-là qu'on va voir où sont nos cibles et où on peut s'arrêter avec notre colle. Ce que je vous disais tout à l'heure, ça, c'est une phlébographie qu'on peut rendre normale. On voit que des veines bien régulières, valvulées, on ne voit rien au-delà. Notre sonde, à ce niveau-là, elle est à peu près ici. Et on pourrait s'arrêter là et dire que la patiente n'a rien, mais on a l'IRM, on sait qu'elle a des grosses varices. Et là, regardez, quand on passe notre sonde juste un tout petit peu plus loin, on opacifie des varices latéro-vésicales, latéro-utérines de très grosse taille. Donc, une fois qu'on a fait notre diagnostic, qu'on sait où on est, on va mettre un petit tuyau encore plus petit dans notre tuyau de notre sonde et on va aller déposer l'agent d'embolisation pour aller colmater les varices pour qu'elles arrêtent de se dilater et que le sang arrête de stagner dedans. Donc, c'est ça l'embolisation. Et donc, on va le mettre également dans la veine ovarienne refluente. Donc, là, c'est encore un exemple où on voit notre petit tuyau qui va progresser pour aller le plus bas possible dans les varices. Vraiment, on essaye d'aller le plus bas possible pour les traiter le plus complètement possible. Donc, on s'acharne à mettre notre microcathéter le plus bas pour injecter la colle à ce niveau. Ensuite, on revérifie le drainage parce que ça passait pas bien là. Donc, on revérifie en injectant que le drainage se refait bien par la veine rénale et qu'il n'y aura pas d'impact sur le rein. Et enfin, si on se dit qu'on n'a pas eu un traitement complet vis-à-vis de la phlébographie, du bilan d'écho-Doppler qu'il y a eu avant, on reprogramme une autre intervention généralement pour faire le côté droit en passant soit par la gauche, soit par le bras. Toujours avec le même protocole. Donc, si jamais il y a un syndrome compressif qui est rare, on peut toujours aller stenter, réouvrir la veine en mettant un stent dedans, que ce soit au niveau rénal ou au niveau iliaque. Donc là, des petits cas de la vie de tous les jours, patiente de 41 ans, G3P3, un syndrome de congestion pelvienne avec des douleurs lombaires pelviennes plutôt augmentées lors des règles depuis 2 ans, avec des douleurs tout le temps, ce qui est assez typique du syndrome de congestion pelvienne. Elle a mal d'abord qu'au moment des règles et puis après au quotidien, généralement à la station debout, prolongée, puis de moins en moins prolongée, avec un impact sur ses loisirs et son travail. L'écho-Doppler de Perrine qui nous dit tout, qui nous dit le reflux de la veine ovarienne gauche, quelle est la taille, s'il y a des compressions, l'examen endovaginal avec la taille des varices qu'on va rechercher, quels sont les reflux entre la varicose ovarienne, latéro-utérine haute, la latéro-vaginale plus basse, et puis qu'il n'y a pas de point de fuite, donc il n'y a pas de communication vers les jambes. L'IRM, où on voit des volumineuses varices, des deux côtés, bilatérales, avec des petites varices thrombosées, puisqu'il y a un hyposignal T2 dans certaines. Et puis, là, on injecte, on voit le reflux, on va un petit peu plus loin, on voit les varices, et puis on embolise le tout. Je suis allée un petit peu trop loin. Ensuite, un autre cas très rapide, où ça, c'est une patiente un petit peu plus âgée qui se présente avec des douleurs plutôt membres inférieurs, pas du tout de syndrome de congestion pelvienne, mais une insuffisance veineuse des membres inférieurs. Donc là, G2P2, jamais eu mal au ventre, et puis avec la ménopause, souvent, toutes les varices s'atrophient un petit peu, et puis ça tombe à l'étage du bas, et il y a des varices aux membres inférieurs qui se développent, mais territoire atypique. Et donc, cette fois-ci, on va faire une embolisation des points de fuite directement. Il n'y aura pas tant de varices que ça, mais des points de fuite qui alimentent une récidive variqueuse en territoire grande veine saphène, point de fuite O, I, et côté droit comme côté gauche. Donc, on fait l'IRM, et puis ça va pas avoir le même aspect des varices qui sont, des veines plus du tout dilatées au niveau des ovaires, mais un reflux de la veine ovarienne gauche, mais par contre, de grosses varices du plancher périnéal avec des gros points de fuite qui vont être bouché, on va mettre la colle à l'intérieur.
Donc, une fois, je vais un petit peu rapidement pour la suite, mais en gros, et ça va ouvrir sur les topos suivants, c'est que le traitement en tant que tel, c'est pas tout. Ce qu'il faut, c'est prendre en charge la douleur. On traite des patientes, pas des images. Et donc, c'est faire des protocoles de soins pour le post-opératoire. Alors, ça repose beaucoup sur les anti-inflammatoires, parce que quand on crée une thrombose, c'est ça qui va faire mal en post-opératoire. Mais il faut aussi des protocoles adaptés avec des prestataires de soins et on fait venir, nous, des infirmières qui vont aller avec Midi-Perf à domicile pendant 48 heures pour le post-op. 5 à 7 jours d'arrêt de travail pour les patientes. Et les complications, donc morbimortalité qui est très faible. Les complications majeures, c'est une migration de l'agent embolisant s'il va dans une veine drainante. Et à ce moment-là, ça se retrouve dans les artères pulmonaires. Alors, heureusement, la quasi-majorité des cas, c'est de tout petits fragments et il n'y a pas d'impact. Complications de point de ponction ou allergie. Et les suites attendues, ça va pas être on-off en sortie de salle, plus de douleur. Ça va être un protocole un petit peu long. On peut pas mettre de la colle dans absolument toutes les varices. Et ça va se thromboser au cours des semaines à mois suivants. Donc, on prévient toujours les patients qu'il va y avoir 2-3 mois où on attend de voir. Et puis, c'est possible qu'il y ait encore des crises douloureuses. Surtout quand les varices se trouvent au niveau de la vessie, ça va vraiment beaucoup irriter à ce niveau-là. Et puis, si on est chez des patients qui ont déjà des douleurs, qui ont déjà de l'endométriose, qui ont déjà plein de causes de douleurs, il va y avoir une hypersensibilité périnale et pelvienne qui fera un post-opératoire plus compliqué, qu'il va falloir bien anticiper avec de la kiné, de la rééducation et des prises en charge pluridisciplinaires. Si jamais il y a des varices vulvaires ou des membres inférieurs, ça sera à 3 mois qu'il faudra regarder ce qui reste et puis faire un traitement complémentaire s'il existe. Donc, bien suivre les patientes, les appeler, un contrôle clinique et échographique à 2 à 3 mois, coopérer. Et la littérature montre quand même qu'il y a une amélioration clinique prouvée dans beaucoup d'études. La série du CCN, avec 327 patientes traitées, montrait une amélioration, alors très bonne et excellente dans quasiment 70% des cas. On arrive à plus de 90%. Et puis, ce qu'on ne veut pas, c'est l'absence d'amélioration ou la faible amélioration qui est souvent liée au fait qu'on n'avait pas bien choisi les indications. Donc voilà, le résultat satisfaisant, c'est pas angiographique, c'est clinique de la patiente sur le long terme et sans complications. Et pour ça, il faut une coopération. Et une coopération également, il y a Émilie qui s'est connectée avec l'association de patients qui fait un super travail. Merci. Très bien. Eh ben, effectivement, on m'a demandé de parler de la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire dans le cadre des douleurs pelviennes chroniques. À partir de l'expérience de notre programme endométrise que nous avons créé pour soulager les patientes. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la prise en charge pluridisciplinaire, elle est utile avant tout pour les patientes, mais aussi pour les praticiens. Vous verrez plus tard pourquoi. Moi, je suis chirurgien, donc gynécologue, intéressé fortement par l'endométriose et j'opère donc à la clinique du Val-d'Ouest. Au départ, j'ai fait un constat, c'est que on pouvait opérer, avoir 2 patientes qui avaient la même pathologie d'endométriose. On leur fait la même intervention et il y en a une qui va avoir des suites parfaitement correctes avec une évolution des symptômes tout à fait spectaculaire, et puis d'autres patientes qui vont continuer à avoir des douleurs. Et c'est à partir de ce constat que je me suis posé beaucoup de questions. Dans le cadre de la douleur pelvienne chronique, il y a effectivement beaucoup d'étiologies qui sont listées ici, et peut-être qu'une des réponses, c'est que l'endométriose était là, mais il y avait aussi peut-être d'autres pathologies qui étaient présentes et intriquées. Notre apprentissage médical fait que on cherche tout le temps à rechercher une cause, un coupable, et puis à supprimer ce coupable en se disant qu'on va supprimer les symptômes. C'est vrai, mais c'est pas tout le temps vrai, et notamment dans la douleur pelvienne chronique. Alors ça, justement, peut-être que ça sera repris par Anna tout à l'heure, mais on a une des raisons principales pour lesquelles les patientes n'ont
pas les mêmes résultats, c'est que beaucoup d'entre elles souffrent d'un syndrome d'hypersensibilisation. Alors moi, je résume ces problèmes-là à mes patientes avec ce schéma. On a au départ effectivement un agent agresseur. Donc en l'occurrence pour moi souvent l'endométriose, et ça peut aussi être, comme je viens de le comprendre, un syndrome de congestion pelvienne qui peut agresser de manière régulière le bassin de la patiente. Et il va y avoir ce que les algologues nous ont appris, une espèce d'effet boule de neige qui fait que même si les organes autour ne sont pas atteints par l'endométriose, ils vont être atteints par une sorte d'hyper-irritabilité, d'hypersensibilité. Et donc, on va avoir des symptômes de vessie, des symptômes digestifs, et on va avoir aussi le problème du syndrome myofacial, qu'Anna vous expliquera probablement, avec une sorte de contracture douloureuse des muscles. Et ces muscles-là, comme ils tapissent tout le bassin, vont entraîner des douleurs. Et ces douleurs-là peuvent tout à fait, même si on a supprimé l'agent agresseur au départ, ces douleurs-là peuvent ensuite évoluer pour leur propre compte et entraîner des symptomatologies chroniques qui sont difficilement maîtrisables. Et puis, il y a aussi l'hypersensibilisation neurologique périphérique par hyper-excitabilité des nerfs périphériques, qui fait que, par exemple, le message douloureux, au lieu de stimuler un seul récepteur, va stimuler plusieurs récepteurs et entraîner un message douloureux au cerveau beaucoup plus important. Et il y a aussi une hypersensibilisation centrale avec un cerveau, une zone corticale qui normalement module la douleur et n'arrive plus à moduler la douleur, à la diminuer, au contraire, l'augmente. Donc finalement, on se rend compte que il faut voir un petit peu plus large que l'endométriose. Donc, on réfléchit assez rapidement au principe de la médecine holistique, c'est-à-dire que c'est une médecine qui va considérer le patient dans son intégralité. Le principe de base, c'est de considérer qu'un soignant va détenir 20 à 40% du savoir médical. Donc, pour traiter un patient dans son ensemble, il faudra au moins 2,5 soignants. Donc, comme on ne peut pas couper les soignants en deux, on va dire au moins trois médecins. À partir de là, je me suis dit, on va essayer de mettre en place une équipe pluridisciplinaire pour soulager les patientes qui ont de l'endométriose. Donc, on a réuni, l'idée c'était de réunir des praticiens plutôt de médecine douce, divers et variés, pour ça. L'idée, c'est que les patientes, on va essayer d'éviter qu'elles aillent voir d'un côté des médecins et puis d'un autre côté qu'elles aillent voir un peu désespérées des praticiens de médecine douce divers et variés. Au risque de frapper à plusieurs portes, d'ouvrir de nombreuses portes et puis de jamais aboutir à des choses intéressantes. Donc, l'idée de base, c'était donc de regrouper un petit peu tout le monde, c'est-à-dire que ça soit un médecin qui va travailler, bien sûr, avec des collègues. Donc, un chirurgien gynécologue va travailler avec un chirurgien digestif, avec un radiologue, avec un urologue, par exemple. Et puis, il va aussi travailler avec des praticiens de médecine douce, avec une sorte de prescription médicale de médecine douce, de manière à pouvoir travailler de manière plus efficace. Donc, on est parti de cette idée, et puis on a travaillé en équipe. Et finalement, ce qu'il faut retenir en fait de cette collaboration, de ce travail d'équipe, c'est que on se met tous un objectif commun, c'est d'améliorer la santé de la patiente. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça va annuler toute concurrence finalement entre les différents praticiens.
au service de la patiente. On considère dans une équipe que chacun a un talent différent. Mon collègue praticien de médecine douce a un talent que je n'ai pas, et chacun va mettre son talent au service de la patiente, et il n'y aura que de l'efficacité pour la patiente et plus de concurrence entre les différents praticiens. On a abouti au principe des 3 piliers qui s'adaptent à l'endométriose, mais qui s'adaptent aussi à toutes sortes de maladies. Que ça soit une maladie au départ physique, une maladie psychique ou une maladie plutôt d'ordre chimique, moléculaire, nutritionnel, etc. Que ça parte au départ d'un de ces piliers, il y a une interaction entre ces différents piliers et que il faut absolument s'occuper des 3 sphères physiques, psychiques et chimiques. Et donc, on a créé un programme qui prend une quinzaine de patientes tous les 6 mois. On leur on leur propose une réunion d'information qui est publique. Après cette réunion d'information, on va leur envoyer un questionnaire auquel elles répondent pour candidater au programme. Ensuite, on fait une réunion d'équipe pour sélectionner les patientes et savoir un peu qu'est-ce qu'on va leur proposer. Et on va leur proposer, un peu comme dans un programme d'éducation thérapeutique, à la fois des ateliers collectifs pour apprendre des choses sur l'endométriose et à la fois un suivi individuel sur chaque pôle chimique, physique, psychique. Donc, physique, ça peut être de l'ostéopathie, de la kiné, de la remise en activité physique. Chimique, ça peut être diététique, naturopathie. Psychique, tous les soins psychiques qui peuvent être de l'hypnothérapie, de la sophrologie, de l'art-thérapie, etc. Ensuite, il y a quelques réunions d'équipe et un questionnaire final et un entretien final pour définir si la patiente a une amélioration, si elle peut être autonome un petit peu pour la suite ou si elle doit poursuivre le programme. Et ça, c'est une sorte de changement un petit peu de paradigme dans la prise en charge médicale, c'est-à-dire que c'est pas la patiente qui va voir différents médecins et praticiens, mais c'est tous ces praticiens qui se mettent ensemble autour de la patiente et qui communiquent entre eux. Alors, à quoi ça sert? À mon sens, ça sert à plein de choses auxquelles on n'a pas forcément le temps de consacrer en tant que médecin, même si ça peut nous intéresser. Aider les patientes à accepter leur maladie, lutter contre la stigmatisation d'une maladie, à l'isolement que ça peut créer, pallier au manque d'information, traiter des symptômes dont on parle jamais, qui sont la fatigue, éventuellement la fertilité, améliorer la qualité de vie dans tous les domaines, découvrir les terrains psychologiques et les traumatismes, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans les 2 patientes de base, peut-être qu'il y en a une qui n'avait pas des ressources internes suffisantes pour lutter contre cette maladie, et c'est pour ça que peut-être elle avait un cas qui était plus grave, et peut-être que c'est pour ça qu'elle a mal réagi à l'intervention chirurgicale. Donc, lutter contre le stress, les émotions, améliorer la confiance, la résilience, l'esprit créatif, renforcer et aider à prendre des décisions pour leur santé. Parce que les patientes ont besoin, on avait fait un sondage, elles ont besoin d'agir aussi elles-mêmes sur leur maladie et de se sentir plus actives dans leur prise en charge. Alors, c'est aussi un petit questionnaire que j'avais envoyé aux médecins spécialistes d'endométriose et ils pensent que des prises en charge comme celle-ci permettent, dans la majorité des cas, d'avoir un sentiment de mieux prendre en charge les patientes, d'avoir un sentiment d'améliorer les symptômes de la maladie, d'avoir l'impression d'aider à mieux tolérer les traitements médicaux et enfin d'avoir évidemment une meilleure satisfaction des patientes. Ils pensaient pas, et je partageais cette idée que ces genres de prise en charge permettent de diminuer les indications chirurgicales, d'améliorer clairement la fertilité ou d'avoir une action sur l'évolution de la maladie. Alors, effectivement, à quoi ça sert? Quelles sont les preuves? C'est très difficile d'évaluer ce genre de prise en charge. Les travaux d'evidence-based medicine sont très difficiles. Il y a beaucoup d'études, mais qui sont très disparates. Et des recommandations de haut niveau de preuve sont impossibles. Mais malgré tout, les collèges, les sociétés savantes nous recommandent
sur la base d'experts, d'avoir une approche holistique, donc ce qu'on a fait, pluridisciplinaire, avec une attention soutenue apportée aux patients. Donc, on a évalué quand même un petit peu modestement notre programme et on se rend compte que ça a quand même une certaine efficacité. Le niveau de satisfaction globale était évalué entre 7,5 et 8,5 sur 10. 96% des patientes recommandaient ce programme à une amie. Ce programme avait permis, dans 64% des cas, d'être mieux dans leur environnement social. Je vois pas bien le chiffre, mais à très grande majorité mieux dans leur couple et à grande majorité aussi dans leur milieu professionnel. Au niveau des scores de douleur, on améliorait sensiblement, hein, c'est pas non plus magique, les scores de douleur de règles, les dysménorrhées, les scores de douleur maximum dans le mois qui précédait. On améliorait le niveau de confiance et on diminuait le niveau de stress. Donc, en conclusion, effectivement, cette conclusion, elle va très bien avec les topos précédents. C'est effectivement qu'il faut penser de manière holistique et de penser à effectivement traiter le corps dans son ensemble avec les 3 piliers. Il faut avoir un réseau avec qui travailler autour de soi et ne pas hésiter à tendre la main à des praticiens de médecine douce. Il faut, comme vous le faites très bien en Beaulion, communiquer et évaluer les résultats. Je vous remercie de votre attention. Du coup, je suis Anna Goharan, moi je suis kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie. Je travaille en cabinet libéral à Tassin, en région lyonnaise. Et je vais vous présenter l'intérêt d'une prise en charge en kiné dans ces phénomènes de syndrome de congestion quand il y a un contexte d'hypersensibilisation et ou un syndrome myofacial. Alors, pourquoi une prise en charge en kiné? Donc, évidemment, nous, on ne traite pas la cause des varices, on traite les symptômes. En général, les patients arrivent en consultation de kiné parce qu'ils sont envoyés par leur médecin, donc médecin de la douleur, médecin généraliste, qui ont diagnostiqué un syndrome myofacial ou une hypersensibilisation pelvienne avec un retentissement important des douleurs sur les activités de la vie quotidienne et la qualité de vie des patientes. Je vais essayer de vous décrire un petit peu la notion d'hypersensibilité pelvienne de façon concise et claire. Pour expliquer cette hypersensibilité, on s'appuie sur les neurosciences qui nous ont apporté beaucoup de connaissances, notamment avec le mécanisme de plasticité cérébrale qui nous décrit un remodelage permanent en fait des schémas neuronaux en fonction des expériences que l'on vit au quotidien. Et si l'expérience que l'on vit régulièrement, c'est la douleur, les schémas neuronaux vont être renforcés dans ce sens-là. Et en l'occurrence, quand il y a notion de varices pelviennes, on peut considérer que c'est comme une épine irritative, donc des stimuli nociceptifs qui sont permanents et qui vont renforcer ce cercle vicieux de la douleur. Et donc, on en arrive à cette notion de sensibilisation centrale, puisque on sait que c'est le système nerveux central qui dysfonctionne, notamment au niveau de l'hypothalamus, où sont normalement libérés les neurotransmetteurs qui sont censés diminuer le message douloureux, voire le stopper, avec l'endorphine, de la sérotonine. Et en l'occurrence, quand il y a sensibilisation centrale, ce système inhibiteur a tendance à dysfonctionner. Les conséquences, c'est un phénomène d'allodynie, c'est-à-dire des seuils de perception à la douleur qui vont être très bas, avec un stimulus qui normalement devrait être perçu comme plutôt neutre, va être perçu comme douloureux. Et on a aussi ce phénomène de diffusion spatiale de la douleur, avec une douleur qui va s'étaler un peu comme une tache d'huile, donc qui va irradier de plus en plus. Et cette notion aussi de diffusion temporelle, et on en parlait déjà tout à l'heure, avec des douleurs qui vont avoir lieu même après un rapport sexuel ou après une mission, qui vont perdurer dans le temps.
même au-delà du facteur irritatif de base. Ici, je vous présente le score de convergence PP qui peut être très bien utilisé dans notre pratique clinique quotidienne pour mettre en évidence un phénomène de sensibilisation pelvienne très utile dans notre pratique. Et je vous cite aussi deux références biblio. La première, c'est La douleur, quelle chose étrange, qui est un livre très accessible, qui vulgarise très bien les explications sur ces neurosciences de la douleur que je conseille régulièrement aux patients qui présentent des douleurs chroniques pour qu'ils comprennent et qu'ils s'approprient un peu mieux ces mécanismes qui sont évidemment multifactoriels, cette dimension biopsychosociale qui est maintenant bien mise en évidence. Et puis, j'ai bien sûr cité la Bible de référence Explain Pain de Butler et Mosley, qui d'ailleurs a été traduit il y a 2 ans en français, donc top, et qui est vraiment hyper riche en informations sur tous ces phénomènes de douleurs chroniques. Je vous le conseille. Ensuite, donc pareil, pour ce qui est de la définition du syndrome myofacial, ça va être décrit comme un ensemble de symptômes d'origine musculaire, qui va s'exprimer par des douleurs à la palpation du muscle ou à l'activation de certains muscles. Et on parle de douleurs locales ou bien référées quand la douleur est plus diffuse et quand elle correspond à un schéma bien particulier, bien précis par rapport à un muscle de départ qui va être à l'origine des symptômes. Concrètement, en kiné, qu'est-ce qui se passe? On reçoit les patients dans un premier temps pour faire un bilan complet. Et j'insiste là-dessus, on va vraiment balayer tout l'ensemble des symptômes qui vont toucher la sphère pelvienne, mais pas que. Et on interroge bien les patients sur des troubles urinaires potentiels, des troubles anorectaux, qui vont pouvoir être pris en charge en rééducation, au-delà de la prise en charge de la douleur. J'ai pas mal insisté sur les troubles sexologiques. Pareil, il faut qu'on puisse proposer un interrogatoire assez poussé pour comprendre comment la patiente a adapté sa sexualité. Est-ce qu'elle réussit à maintenir une sexualité non pénétrative, par exemple? Est-ce qu'elle a pu mettre en place des adaptations ou est-ce que c'est vraiment une source de frustration pour pouvoir l'accompagner là-dessus? Et évidemment, on complète bien notre interrogatoire sur tous les aspects de la douleur, où se situe la douleur, comment est-ce qu'elle s'exprime, à quel moment de la journée, etc. C'est aussi ce qui va nous mettre sur la piste, typiquement du tableau clinique du syndrome de congestion, car quand même souvent, les patientes nous sont envoyées pour une prise en charge de la douleur pelvienne chronique, sans forcément le diagnostic de varices au départ. Il n'y a pas forcément eu cette prise en charge en amont. J'insiste aussi sur les attentes de la patiente quand elle vient en rééducation, puisque c'est pas nous qui allons complètement traiter et faire disparaître ces douleurs. Donc, il faut bien qu'on se remette à notre place de simple rééducateur. Et encore, j'insiste sur la prise en charge pluridisciplinaire, bien sûr. Notre bilan, il se complète par un examen clinique avec palpation, mise en tension des muscles externes, mais aussi internes, si on a le feu vert, le consentement de la patiente. Je précise par toucher rectal parce que c'est quand même la voie d'abord la plus pratique, la plus efficace pour une bonne palpation musculaire des muscles endopelviens. Mais évidemment, s'il y a des contre-indications, on peut le proposer par toucher vaginal. Et puis, tout ça est complété par un bilan articulaire et un bilan postural. Et ça, je le précise ici, c'est vraiment la compétence aussi des ostéos. Donc, on n'hésite pas à orienter vers nos collègues ostéos pour aller plus loin dans un beau bilan complet. Une fois que ce bilan est fait, on met souvent du coup en évidence un contexte d'hypertonie musculaire, le fameux syndrome myofacial avec des muscles douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on propose pendant nos séances? Déjà, de la thérapie manuelle musculaire avec des techniques de pression, d'étirement doux, de contracteurs lâchés, de massage aussi. Et
pareil, ces techniques vont s'appliquer sur tous les muscles endopelviens. On propose régulièrement des techniques endocavitaires pour venir travailler musculairement le périnée, pareil, par point de pression, par massage. Et c'est souvent un grand soulagement pour les patientes. Donc, c'est vraiment nos compétences qu'on met au service des patientes à travers ces techniques-là. J'aborde aussi le biofeedback et j'insiste sur cette notion de biofeedback négatif parce que évidemment, on ne va pas chercher à faire du biofeedback pour du renforcement musculaire. Au contraire, on va favoriser le relâchement périnéal, la détente. Et pour ça, le biofeedback est un super outil pour aider les patientes à visualiser l'état musculaire dans lequel elles se trouvent. Donc, soit par sonde endocavitaire, soit par des électrodes externes, en fonction du profil de la patiente. Je parle aussi donc des exercices actifs où on va permettre aux patientes de retrouver de la mobilité au niveau du rachis lombaire, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et tout ça, ça va s'intégrer à travers des exercices assez fonctionnels et assez globaux. Évidemment, en kiné, on voit les patientes régulièrement et pendant des séances relativement longues d'au moins 30 minutes. Ça nous laisse vraiment beaucoup de temps pour accompagner et pour communiquer autour de plein de petits conseils de la vie quotidienne. Donc là, je vais aborder par exemple sur la sphère hygiène de vie, tout ce qui va être alimentation pro-inflammatoire, apprendre à la repérer, à la modifier. Évidemment, c'est pas nos compétences premières en tant que kiné, on peut réorienter bien sûr, mais malgré tout, ça fait partie des plus qu'on peut apporter aux patientes. J'insiste aussi sur l'activité physique. Très souvent, on se rend compte que les patientes ont diminué, voire parfois stoppé l'activité physique à cause des douleurs ou à cause de kinésiophobie qui les bloquent dans la mise en place d'un sport ou d'une activité. Donc là-dessus, on les encourage à reprendre, on les accompagne même au cœur de nos séances pour rebouger sans douleur, en confiance. Et on insiste là-dessus pour l'amélioration du retour veineux et puis pour la libération des endorphines, bien sûr. Et sur l'aspect de la sexualité, on peut donner des conseils en sexologie si on se sent d'accompagner les patientes dans ce sens-là, afin qu'elles puissent rétablir une sexualité si celle-ci est altérée par la douleur, et c'est quand même souvent le cas. On peut encourager une sexualité non pénétrative qui va permettre de retrouver du lien au sein du couple, par exemple, et surtout en rappelant l'intérêt du plaisir et de l'orgasme qui va être un libérateur plus d'hormones antidouleurs avec les endorphines et d'hormones du bien-être avec la sérotonine. Voilà, donc ensuite, en dehors du cabinet, on donne des outils à nos patientes pour qu'elles puissent être autonomes dans leur prise en charge. C'est-à-dire que les massages, les étirements, tout ça, ça peut être refait à la maison. Les massages en automassage avec une balle de tennis, par exemple, qu'on vient mettre en contact contre la fesse pour masser les muscles pelviques-trochantériens. Les étirements, moi, par exemple, je propose souvent aux patientes de les prendre en photo avec leur propre téléphone pour qu'elles aient bien les exercices en tête pour les refaire à la maison. Et puis après, pour tout ce qui est travail respiration, cohérence cardiaque, pareil, on peut conseiller des applications type Respire Relax pour que chaque jour, elles aient leur petit rituel d'exercice et se sentir aussi proactives dans leur prise en charge. Je parle évidemment de réorientation puisqu'on travaille en équipe auprès des ostéopathes avec des psychothérapies quand la douleur prend vraiment trop de place dans le quotidien et puis j'hésite pas aussi à réorienter vers les sexologues quand il y a des problématiques importantes liées à la sexualité avec des projets de bébés qui vont être par exemple un peu mis de côté à cause du retentissement sur la vie sexuelle. Et j'ai mis médecin spécialiste en rouge. En fait, c'est surtout adressé aux kinés qui suivent le webinaire parce que
ce syndrome de congestion pelvienne, on en entend très peu parler pendant nos formations. Donc, quand on voit qu'on est quand même limité dans notre prise en charge, malgré une optimisation du traitement avec traitement médicamenteux, suivi psy, dans un contexte de douleur pelvienne chronique, il faut qu'on pense un peu plus souvent à ce phénomène de congestion pelvienne, de varices potentielles, pour pouvoir réorienter vers les médecins spécialistes de cette sphère-là. Kiné, où nous trouver? Parce qu'on n'est pas non plus extrêmement nombreux à être spécialisés dans ces prises en charge pelviennes. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un réseau professionnel au top pour pouvoir orienter. Si ce n'est pas le cas, il existe des annuaires. Alors, j'ai précisé celui de l'association du syndrome de congestion pelvienne parce que je sais qu'ils sont en train de développer un annuaire pour avoir un réseau national. Autrement, chez les kinés, les 2 annuaires de référence, ça va être la FREP et l'IPPP, qui vont répertorier des kinés qui sont formés en pelvipérinéologie. Et dans leurs onglets annuaires, vous avez un filtre. Et quand vous cochez douleur pelvienne, et tout de suite, vous savez s'il y a des kinés dans votre coin, parce qu'on n'est pas toujours dans des grandes métropoles comme Lyon pour être pris en charge et bénéficier d'un réseau bien rodé. Voilà, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R et j'y répondrai. Merci beaucoup, Anna. C'était hyper clair. On avait hâte de comprendre un peu tout ça, effectivement. En tout cas, pour nous, médecins spécialistes, c'est pas forcément bien clair ce qui se passe après quand vous voyez les patientes. Là, ça l'est parfaitement. Merci beaucoup. Je vois qu'Émilie est là. Bonsoir. Émilie, bonsoir. On avait prévu de vous laisser le mot de la fin en tant que patiente et association de patientes. Je pense qu'on n'a pas le temps de faire une discussion entre nous, entre orateurs. Il y a plein de questions, j'ai plein de questions en tête, mais je crois que vous laissez clôturer et puis nous dire votre vision des choses. De ce que vous attendez de nous, c'est aussi une bonne façon de faire. Donc voilà, la parole est à vous, et puis après, je pense qu'on clôturera tranquillement. D'accord, ça marche. Merci beaucoup de convier l'association aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec des praticiens. Pour celles et ceux qui sont connectés et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie Schmitt. Je suis la coprésidente et cofondatrice de l'association du syndrome de congestion pelvienne France. C'est une association qui est relativement jeune puisqu'on a fêté nos 2 ans il n'y a pas longtemps, en juin, tout juste, puisqu'elle a été fondée en juin 2021 avec notamment un comité scientifique et ma coprésidente Nassira Martin. Et aujourd'hui, on a été rejoint par différentes personnes dans notre bureau pour nous aider à faire notre travail. Le but de l'association, en premier lieu, c'est d'accompagner les patientes. C'est le mot d'ordre de l'association. Bien sûr qu'on est là pour échanger avec les praticiens, faciliter la transmission, l'orientation, etc. Mais avant tout, on est là pour écouter, pour entendre la douleur. Le syndrome de congestion pelvienne, comme ça a été dit à de nombreuses reprises, c'est une pathologie qui a été longtemps sous-diagnostiquée, voire non diagnostiquée. Et donc, ça s'associe à une longue errance thérapeutique pour nous, les femmes. Et c'est souvent très difficile, avec un impact très fort sur notre quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix de créer l'association. C'est une pathologie qui engendre beaucoup d'errance. Et donc, par conséquent, moi, personnellement, j'en ai eu 7 ans et j'ai eu la chance d'être diagnostiquée parce que je suis en étude avec le fils d'un praticien qui travaille au Centre de cardiologie du Nord. Et c'est lui qui m'avait parlé du syndrome de congestion pelvienne. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le parcours de soins. C'est une pathologie chronique qui prend beaucoup de place et donc, comme vous disiez, qui prend beaucoup de plans de la vie d'une femme. Ça me fait plaisir enfin d'entendre qu'on en parle, le plan de la sexualité, le plan psychologique. C'est des maladies tellement chroniques que petit à petit, on voit le quotidien s'amenuire et être de plus en plus altéré par les douleurs, etc., avec la grande douleur chronique qui finit par évoluer pour son propre compte.
Et donc, le grand mot, c'est ça, c'est être pluridisciplinaire pour comprendre aujourd'hui cette pathologie. C'est ça qu'on attend vraiment de vous. C'est aussi un des travaux. Au début, on référençait les radiologues interventionnels parce que quand l'association a été créée, c'était même difficile dans certaines villes d'orienter les patientes. Aujourd'hui, on arrive de plus en plus souvent à orienter les patientes. Nous, on a choisi de faire adhérer les praticiens parce que ça nous permet de nous assurer d'une fiabilité. Le prenez pas mal, mais aujourd'hui, il faut être conscient que certains professionnels de santé peuvent être maltraitants envers les patientes. Parfois, bien sûr, c'est des relations humaines et dans ce cas-là, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il y a quand même, et ça s'est vu, des professionnels de santé avec qui ça peut être compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'en vous faisant adhérer à l'association, on s'assure aussi d'une bonne prise en charge pour les patientes et donc d'orienter vers des praticiens qui sont sensibilisés à la prise en charge pluridisciplinaire, l'écoute de la patiente, la prise en charge de la douleur et vraiment ce travail d'ensemble et de groupe holistique, j'aime bien ce mot, qui doit se faire dans ces pathologies-là. Et donc, effectivement, même si c'est un peu plus long, on essaye de plus en plus de référencer des professionnels de médecine douce ou des professionnels paramédicaux pour pouvoir complémentariser ce parcours de soins. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut faire en travaillant ensemble parce que, en fait, comme on le disait, on est aussi proactif dans notre façon de gérer la douleur, notre façon de gérer le quotidien. Personnellement, il m'a fallu un stent pour me rendre compte de ce que ça pouvait représenter des douleurs neuropathiques, etc. Et avec ça, on peut proposer des solutions, le TEMS, les passes de Versatis, qui encore aujourd'hui, quand j'ai des examens, me sont d'un grand secours. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est important de créer ce lien entre patientes via les associations et praticiens pour pouvoir mettre en place des choses et voir ce qui ne fonctionne pas ou ce qui ne fonctionne pas assez bien. Voilà, mais je suis très contente de me rendre compte que finalement, c'est une belle façon de conclure, mais que tout ça, on en prend de plus en plus conscience. C'est vrai que si on regarde la prise en charge initiale et la prise en charge actuelle, beaucoup de choses ont évolué et c'est tant mieux. Et pour conclure ce petit mot, mon dernier mot ira aux patientes. Il faut toujours croire ces douleurs. Une douleur, c'est jamais dans la tête, c'est jamais injustifié. Peu importe ce qu'on peut vous dire, il y a toujours une façon de l'accompagner. Peut-être que même si c'est pas un syndrome de congestion pelvienne, c'est pas grave, mais il y a des solutions qu'on peut proposer et vers qui on pourra vous accompagner. Le plan psychologique aussi, c'est très important d'en parler. Ces douleurs sur le quotidien, ça provoque, moi, par exemple, chez moi, j'ai pu faire des vraies dépressions, etc., de l'impact que ça pouvait avoir. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'évoquer ces idées noires, d'évoquer ces mots avec les professionnels de santé pour qu'ils puissent aussi vous accompagner sur ce plan-là, parce que pour être proactif, ça nécessite aussi d'être bien dans sa tête pour ensuite accompagner son corps pour aller mieux. Pour ça, il faut être écouté, il faut être entendu. Donc, croyez en vous. Laissez aussi une chance à vos professionnels de santé. C'est comme on le disait, une pathologie qui est récente. C'est normal de ne pas être complètement formé, que tous les professionnels de santé en aient pas conscience. Il y a un travail énorme qui est fait, surtout de la part, nous, on voit avec les praticiens avec qui on travaille. Donc, merci Embolion, merci Cécène qui était là ce soir, avec qui nous, on a l'habitude de travailler, mais tous ceux qui travaillent avec l'association pour former les autres professionnels de santé, les autres médecins, je pense notamment aux médecins généralistes, aux gynécologues, qui sont souvent la première porte d'entrée pour les femmes dans la douleur. C'est aussi le travail de l'association sur lequel on va aller plus loin, pouvoir toucher plus facilement les médecins généralistes. C'est le gros travail des années à venir et donc ça va venir. Donc, laissez une chance à vos praticiens, mais croyez tout de même en vous. La douleur, c'est jamais dans la tête et on peut aller mieux. Ça, c'est l'autre point important. Aujourd'hui, moi, j'ai plus
reprendre ma vie en main, mais mes douleurs, c'est fini. Je suis passée j'ai encore des petits tiraillements en début de cycle, mais j'avais mal peut-être tous les jours de l'année, et aujourd'hui, c'est 1 ou 2 jours par mois, donc c'est possible. Laissez-vous du temps. J'ai vu des messages, oui, est-ce que c'est normal en 2-6 semaines que ça marche pas? Moi, il m'a fallu plus de 2 ans, donc laissez-vous du temps. Avec une bonne prise en charge, on s'en sort, on peut se réapproprier sa vie, et c'est ça qui est important à l'heure actuelle. Voilà, merci.